Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, c'est encore Adrien qui se prend pour Harry Potter. Il essaye de transplaner. Bon, je pense qu'un cours de transplanage, en maths on dit plutôt translation, s'avère nécessaire. Et quand on pense à translation, on ne peut pas s'empêcher de penser au vecteur. Allez, on fait des maths. Au collège, vous avez rencontré la notion de translation, par exemple lors de l'étude de frise ou de pavage. Une translation est une transformation géométrique qui, en quelque sorte, va glisser un objet d'un endroit à un autre. Définissons cela plus précisément. Ici, vous reconnaissez notre célèbre sorcier, on lui applique la translation qui envoie A en B, c'est-à-dire que Harry se déplace selon la direction de la droite AB, dans le sens de A vers B, et d'une longueur égale à AB. On dit qu'on a effectué la translation de vecteur AB. Ce vecteur, représenté par une flèche, permet en quelque sorte de coder, de matérialiser la translation. Un vecteur est donc un objet mathématique caractérisé par trois informations: sa direction, son sens et sa longueur, qu'on appelle aussi sa norme. Et c'est justement parce qu'il contient plusieurs informations que cela fait de lui un objet si performant. Au-delà des mathématiques, on utilise les vecteurs dans une multitude de domaines. Ils permettent en effet de modéliser des situations en sciences physiques, en sciences de l'ingénieur et même dans le monde artistique. Attention à ne pas confondre direction et sens. La direction par exemple Lille-Paris, c'est la même que la direction Paris-Lille. Alors que le sens Lille vers Paris n'est pas le même que le sens Paris vers Lille. Une petite remarque, si vous déplacez un objet du point A jusqu'au point A lui-même, en réalité vous ne l'avez pas déplacé. On dit qu'on a effectué une translation de vecteur nul. Le vecteur nul s'écrit 0 avec une flèche au-dessus. C'est un vecteur qui n'a ni direction, ni sens, et sa norme vaut 0. Voici un premier exemple. On applique la translation de vecteur AB à la cabane de Hagrid, et on souhaite dessiner la figure obtenue. Voilà ce que l'on obtient. On notera au passage qu'une translation conserve les longueurs, on dit que c'est une isométrie. Elle conserve aussi les angles et les aires. Et voilà une première question flash pour vous tester. Certains vifs d'or sont obtenus par translation à partir de V1, d'autres non. On vous demande ici de citer tous les vifs d'or qui sont obtenus par translation. Alors V1 est effectivement obtenu par translation, la translation de vecteur nul. V2, V3 et V5 sont obtenus par translation à partir de V1. V4 n'est pas obtenu par translation, on voit que le vif d'or V4 est réduit par rapport à V1, or la translation conserve les longueurs. Et V6 ne peut pas être obtenu par translation. Dis donc Stéphane, niveau pilosité, il se passe quelque chose, non? T'essayes de ressembler à Hagrid? Bah non, t'exagères, c'est juste que ma coiffeuse est en confinement. Mais revenons à notre fameux sorcier. Lorsque la translation qui transforme A en B est la même que celle qui transforme C en D, et là vous voyez que Harry effectue le même déplacement selon le vecteur AB ou selon le vecteur CD, eh bien on dira que les vecteurs sont égaux. Et, comme pour symboliser l'égalité entre deux nombres, on utilisera le symbole égal. Retenez que deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont même direction, même sens et même longueur. Et des vecteurs égaux au vecteur AB, associés à la translation de notre sorcier, eh bien je peux en construire beaucoup, une infinité en fait. Par exemple ici le vecteur EF, ou encore le vecteur MN. Un vecteur peut donc être représenté à partir de n'importe quel point, pourvu que l'on respecte sa direction, son sens et sa norme. On dira ici que les vecteurs AB, CD, EF et MN sont les représentants d'un même vecteur que l'on notera de façon générale U. Je vous laisse vous tester sur une nouvelle question flash. À vous d'identifier tous les vecteurs égaux parmi les vecteurs suivants. Ici, les vecteurs R, H et L sont égaux entre eux, et le vecteur N est égal au vecteur D. Lorsque l'on construit deux vecteurs égaux, on observe assez naturellement le quadrilatère suivant. Vous le reconnaissez? On dirait un parallélogramme. Eh bien, de façon rigoureuse, on peut énoncer la propriété suivante. Et notez bien qu'il s'agit d'une équivalence mathématique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser cette propriété dans les deux sens. Dans le sens direct d'abord,
Si AB égale CD, eh bien on pourra conclure que ABDC, attention à l'ordre des lettres, est un parallélogramme. Et rendez-vous compte, inutile d'étudier les côtés opposés 2 à 2, il suffira simplement d'une seule égalité vectorielle pour pouvoir conclure que le quadrilatère est un parallélogramme. Et la propriété peut aussi s'utiliser dans le sens réciproque. Si vous savez qu'un certain quadrilatère est un parallélogramme, vous pourrez en déduire certaines égalités vectorielles. Alors observons ce qui se passe maintenant si je translate Harry selon le vecteur U, et imaginons que je veuille revenir au point de départ, sur le Harry initial, par translation. Quel est le vecteur de translation que je dois utiliser? Eh bien on va utiliser ce qu'on appelle de façon assez naturelle l'opposé du vecteur U. On va le noter -U, et c'est un vecteur qui a la même direction, la même norme et le sens contraire du vecteur U. Ainsi, après une translation de vecteur U, le vecteur -U permet de revenir au départ. Stéphane, on a un tweet d'Évariste de Bourg-la-Reine qui demande si pour écrire l'opposé d'un vecteur AB, on peut écrire AB avec la flèche à l'envers. Eh bien non Évariste, on ne peut pas tout permuter. Dans l'écriture, le sens de la flèche est toujours le même, de la gauche vers la droite. Si on veut écrire l'opposé du vecteur AB, on écrit tout simplement le vecteur BA. En mathématiques, on s'intéresse aux objets, mais aussi aux opérations que l'on peut effectuer sur ces objets. Alors des nombres, par exemple, on peut les ajouter, les multiplier, des fonctions aussi. Est-ce que pour les vecteurs, Adrien, on a aussi des opérations? Eh bien oui Stéphane, on peut par exemple les additionner. Je vous explique. Observons maintenant ce qu'il se passe lorsque notre sorcier enchaîne plusieurs translations. Une première translation de vecteur U, et puis juste après, une seconde translation, cette fois-ci de vecteur V. Au final, on peut oublier la position intermédiaire et observer le déplacement de Harry comme le glissement de sa position de départ jusqu'à sa position d'arrivée. Eh bien il s'agit d'une translation, et on peut donc lui associer un vecteur qui sera la résultante des vecteurs U et des vecteurs V. C'est ce qu'on appelle le vecteur somme, et on note ça U plus V. Et si vous vous demandez pourquoi les mathématiciens ont choisi le symbole plus, et pas fois ou chapeau, ou même mouette, eh bien c'est parce que certaines propriétés que vous utilisez assez naturellement avec l'addition de nombres seront encore vraies pour la somme de vecteurs. Pour les nombres, vous savez que l'ordre n'a pas d'importance dans la somme. 2 plus 3 égale 3 plus 2. Et bien de la même façon, le vecteur U plus V est égal au vecteur V plus U. On dit que la somme est commutative. Notez aussi que l'on peut additionner entre eux autant de vecteurs que l'on souhaite. On l'a observé, pour construire le vecteur somme U plus V, il y a deux méthodes. La première méthode dite bout à bout. On va tracer le second vecteur à partir de l'extrémité du premier. Le vecteur U plus V s'obtient simplement en reliant le point de départ et le point d'arrivée. La deuxième méthode, dite du parallélogramme, consiste à tracer les deux vecteurs à partir de la même origine, puis de dessiner le parallélogramme construit à partir de U et V. Le vecteur somme s'obtient alors à partir de la diagonale du parallélogramme. Pour illustrer ces méthodes, voici une question flash. Une barque, représentée ici par le point B, est tractée par deux forces magiques, représentées par les vecteurs U et V. Dans quelle direction la barque va-t-elle se déplacer ? Il s'agit dans cette question de construire la résultante des deux forces de traction, U et V, autrement dit le vecteur somme, à l'aide par exemple de la méthode du parallélogramme. La direction de la barque est donc celle du vecteur U plus V. Au travers de cet exemple, notons que les vecteurs peuvent donc être utiles par exemple en sciences physiques pour modéliser et représenter des forces qui s'exercent sur un objet. Pour terminer ce paragraphe, évoquons l'un des plus grands mathématiciens français du 19e siècle, Michel Chasles, resté célèbre entre autres pour son travail sur la notion de vecteur. On lui attribue notamment la relation suivante. Autrement dit, la translation d'un point A vers un point B, puis d'un même point B vers un point C, revient globalement à la translation d'un point A vers un point C. Et bien sûr, cela marche quels que soient les points. Tout simple, non ? Pourtant, cette relation est fondamentale en géométrie vectorielle, puisqu'elle va permettre au besoin de condenser la somme de deux vecteurs, ou au contraire de décomposer un vecteur en deux autres. Et si ces techniques ne font pas l'objet d'un travail spécifique en classe de seconde, il est important de savoir illustrer la somme de deux vecteurs et d'utiliser la relation de Chasles sur quelques exemples simples. Je vous propose donc une nouvelle question flash.
mn plus np est égal au vecteur mp. On va ici compléter dA plus AB pour obtenir le vecteur dB. Pour CA plus NC, on écrit plutôt la somme dans l'autre sens. Ainsi, le point C est bien le point d'arrivée du premier vecteur et le point d'origine du second vecteur. Et donc on obtient le vecteur NA. On a par exemple IM plus MJ qui est égal au vecteur IJ. Mais en fait, ça marche avec n'importe quel autre point et pas forcément le point M. Enfin, pour le 5, KC moins AC est égal à KC plus CA égal au vecteur KA. On vient donc de voir qu'il était possible de faire la somme de deux vecteurs. Dis-moi Stéphane, il existe d'autres opérations? Oui Adrien, en seconde on apprend aussi à multiplier un vecteur par un nombre réel. Pour multiplier deux vecteurs entre eux, c'est plus compliqué, il faudra attendre les classes supérieures. Prenons un exemple. Que peut bien signifier le vecteur 3u? 3u c'est u plus u plus u. Donc on sait construire le vecteur 3u. Si on s'intéresse au vecteur moins 2u, il suffit d'écrire le vecteur moins u et de lui ajouter encore le vecteur moins u, on obtient le vecteur moins 2u. Mais un problème se pose de manière plus générale si k n'est pas un nombre entier. Si on veut écrire k fois u, avec k un nombre réel quelconque. Comment procéder? Regardons ce qui se passe sur une petite animation. Ici je fais bouger le curseur k, on s'aperçoit que le vecteur obtenu est un vecteur de même direction que le vecteur u. Lorsque k est positif, le sens est le même que celui de u, et lorsque k est négatif, le sens est contraire à celui de u. En ce qui concerne la norme du vecteur, sa longueur, on observe ici qu'elle est multipliée par valeur absolue de k. C'est ce que nous allons poser comme définition pour le produit d'un vecteur u par un réel k. Dis donc, il est sympa ton mug Stéphane. Ah, tu l'as repéré? T'as pas une petite formule mathématique pour me l'envoyer? Bon écoute, ça dépasse largement le cadre des translations et des vecteurs, mais je peux essayer parce que j'ai la baguette magique. T'es prêt? Attention. Et ben let's go! Waouh, trop cool! Waouh! T'aimes pas? C'est de la bière au beurre. Bon allez, on s'égare. Explique-nous plutôt comment on décompose un vecteur dans une base. Ah, pas de problème Stéphane. Avant d'y mettre toute la rigueur nécessaire, je vous propose de visualiser l'essentiel sur quelques exemples. Imaginons que notre sorcier, représenté ici par le point P, souhaite transplaner vers différents points du plan. Peut-on décomposer ces déplacements uniquement à l'aide des vecteurs I et J? Pour translater jusqu'en A, facile. Il lui suffit de se déplacer horizontalement vers la droite et de suivre la translation de vecteur 6 fois I. Pour aller en B, la seule direction horizontale donnée par I ne suffit pas. En revanche, c'est possible en utilisant J, qui n'a pas la même direction. On suit alors la translation de vecteur moins 6J. Pour aller en C, on combine les directions vectorielles. Il faut à la fois une composante horizontale et une composante verticale. Le déplacement vers C se décompose ainsi, 2 fois I plus 1 fois J. On comprend alors facilement qu'en se basant uniquement sur deux vecteurs ayant deux directions différentes, on peut accéder à n'importe quel point et parcourir tout le plan. Dans les classes supérieures en mathématiques, on dirait que le plan est de dimension 2. Retenez donc le vocabulaire suivant. Le couple IJ forme une base du plan si les vecteurs I et J n'ont pas la même direction. Et même si l'on pourrait prendre comme base des vecteurs ayant des directions farfelues ou des longueurs plus ou moins grandes, on choisira souvent de travailler dans une base dite orthonormée, c'est-à-dire avec des vecteurs ayant une direction perpendiculaire et des longueurs identiques égales à 1. Vous verrez, c'est souvent plus pratique. Enfin, s'il y a une base, on ajoute la donnée d'un point d'origine, par exemple O, on constitue un repère du plan. Comme vous l'a expliqué Adrien, on peut décomposer un vecteur dans une base donnée. Alors cette décomposition est en réalité unique, c'est-à-dire qu'il y a une seule manière d'écrire U sous la forme x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J, x et y étant des nombres réels. On les appellera les coordonnées du vecteur U et on les écrit en général en colonnes. Par exemple, sur la figure que l'on voit ici, le vecteur U a comme coordonnées 3, 2, car il peut se décomposer sous la forme 3 fois I plus 2 fois J. Et voici une question flash. Donnez-moi les coordonnées de chacun des 4 vecteurs exprimés dans la base IJ.
AB a pour coordonnées 0, moins 5, CD a pour coordonnées 6, 0, EF a pour coordonnées 2, moins 3, et GH a pour coordonnées 5, 3. Si on prend par exemple GH, on peut dire de façon un peu impropre et vulgarisée qu'on avance de 5 et qu'on monte de 3. Une propriété pratique dont on aura besoin dans les exercices et exemples qui vont suivre. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Nous avons tout à l'heure défini des opérations sur les vecteurs. Voyons maintenant ce que cela donne en termes de coordonnées. Si le vecteur U a pour coordonnées x, y et le vecteur V a pour coordonnées x', y', eh bien le vecteur somme U plus V a pour coordonnées x plus x' et y plus y'. Vous voyez qu'il était judicieux de choisir le symbole plus, on fait simplement la somme des coordonnées de U et de V. Pour un réel K, le vecteur K fois U a pour coordonnées K fois x et K fois y. Et dans un cas particulier, le vecteur moins U a pour coordonnées moins x et moins y. Par exemple, si l'on donne le vecteur U de coordonnées 4, 1 et le vecteur V de coordonnées 3, moins 4, le vecteur moins U aura pour coordonnées moins 4, moins 1. Le vecteur U plus V a pour coordonnées 7, moins 3, on a fait la somme de 4 et de 3 et la somme de 1 et de moins 4. Et le vecteur 1 quart fois U a pour coordonnées 1 quart fois 4, c'est-à-dire 1, et 1 quart fois 1, c'est-à-dire 0,25. Tweet d'un certain René D. N'y aurait-il pas une méthode permettant de faire de la géométrie facilement à l'aide des coordonnées de vecteurs? Tout à fait René, je vais vous expliquer tout ça. Commençons d'abord par voir comment calculer les coordonnées d'un vecteur AB lorsqu'on connaît les coordonnées de A et celles de B. Plaçons-nous pour cela dans un repère et prenons deux points A et B dont on connaît les coordonnées. Eh bien, le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins ya, c'est-à-dire qu'on prend les coordonnées du point d'arrivée et on soustrait les coordonnées du point de départ. Prenons un exemple. On dispose de 4 points ABCD dont les coordonnées sont connues et on se demande quelle est la nature du quadrilatère ABDC. Par observation, il semble que ABDC soit un parallélogramme. Nous allons essayer de le prouver. Pour cela, il nous suffit de prouver que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Attention, j'insiste bien sur l'ordre des lettres. Lorsque ABDC est un parallélogramme, l'égalité vectorielle associée est AB égale CD. On calcule donc les coordonnées du vecteur AB. Il suffit de faire les coordonnées de B moins les coordonnées de A. 2 moins moins 2 qui donne 4, 3 moins 1 qui donne 2. Le vecteur AB a pour coordonnées 4, 2. Le vecteur CD, quant à lui, a pour coordonnées 7 moins 3 et 1 moins moins 1, c'est-à-dire 4, 2. On s'aperçoit que les vecteurs AB et CD ont les mêmes coordonnées. D'après la propriété énoncée tout à l'heure, ils sont donc égaux. Ainsi, le vecteur AB est égal au vecteur CD, ce qui fait de ABDC un parallélogramme. Remarquez sur cet exemple la simplicité et la puissance de l'outil vecteur. Essayez d'imaginer comment vous auriez fait avec les outils de collège pour prouver la même chose. Vraiment facile. Mais du coup, si je souhaite prouver qu'un quadrilatère est plutôt un losange ou un carré, j'aurais sûrement besoin de connaître la longueur de certains côtés. Et ça, ce n'est pas possible, Stéphane. Ah mais si, on peut très facilement calculer la norme d'un vecteur, et donc la distance entre deux points, dans une base orthonormée. La norme d'un vecteur U de coordonnées xy se calcule tout simplement en faisant la racine carrée de x carré plus y carré. Attention, pour pouvoir appliquer cette formule, il est essentiel que la base soit orthonormée. Je ne vais pas démontrer ici cette propriété, mais si je devais vous donner une idée de la preuve, je vous dirais tout simplement qu'elle résulte directement du théorème de Pythagore. Ainsi, lorsqu'on connaît les coordonnées de A et de B, il est très facile de calculer la distance AB, puisqu'il s'agit tout simplement de la norme du vecteur AB. Voici un exemple d'application. On travaille dans un repère orthonormé et on donne les coordonnées de 4 points C, A, P et E. Démontrer que le quadrilatère CAPE est un losange. Dans un premier temps, on va prouver que CAPE est un parallélogramme. Et ensuite, on démontrera qu'il a deux côtés consécutifs de même longueur. Pour prouver que CAPE est un parallélogramme, c'est comme tout à l'heure. On prouve que les vecteurs CA et EP, attention à l'ordre, sont égaux. On calcule les coordonnées de CA, les coordonnées de EP. On se rend compte que les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, et ils sont égaux. Donc CAPE est un parallélogramme. Il nous reste maintenant à prouver que, par exemple, la longueur CA est égale à la longueur CE. La longueur CA, c'est la norme du vecteur CA. Donc en fait, c'est racine de 1 au carré plus 3 au carré, ce qui fait racine de 10.
La longueur CE, c'est la norme du vecteur CE. Elle vaut donc racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré, ce qui fait également racine de 10. On a prouvé que CA est égal à CE, et donc le parallélogramme CAPE a deux côtés consécutifs de même longueur, donc c'est un losange. Ah, trop fort Stéphane, je vois que t'as appelé ton quadrilatère CAP, c'est sûrement une référence à la cape d'invisibilité d'Harry Potter, non? Tu ne crois pas si bien dire, Adrien. La cape d'invisibilité, regarde, je l'ai ici. Et hop! Waouh! Vu que Stéphane n'est plus là, c'est à moi de vous présenter l'énoncé suivant. Dans un repère orthonormé OIJ d'unité 1 km, on considère les points D1, D2, D3 et D4, représentant des détraqueurs aux abords de l'école Poudlard. Dumbledore souhaite s'assurer que les détraqueurs se trouvent à une distance strictement supérieure à 5 km du château, représenté ici par le point P de coordonnées 2,1. La fonction détraqueur ci-dessous, écrite en langage Python, teste ainsi si un détraqueur de coordonnées XY se trouve à bonne distance. À vous de compléter la ligne 3 pour faire fonctionner cet algorithme. Il suffit, à l'aide de la formule adaptée, de tester si la distance entre le détraqueur et le point P est bien strictement supérieure à 5. On écrit ici ligne 3, racine carrée de x-2 au carré plus y-1 au carré. Notez que sur Python, on note le carré à l'aide de la double étoile. On peut alors utiliser cette fonction détraqueur pour tester les points D1, D2, D3 ou D4. Pour terminer, voyons comment calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Tout d'abord, une caractérisation vectorielle. Le point M est le milieu du segment AB si et seulement si le vecteur AM est égal au vecteur MB. Traduisons cette égalité en termes de coordonnées. Je vais écrire les coordonnées du vecteur AM à l'aide de la formule donnée par Stéphane et les coordonnées du vecteur MB. Puisque les vecteurs sont égaux, les coordonnées sont égales. C'est-à-dire que la première composante du vecteur AM est égale à la première composante du vecteur MB. Autrement dit, x de M moins x de A égale x de B moins x de M. Et la deuxième composante du vecteur AM est égale à la deuxième composante du vecteur MB. y de M moins y de A égale y de B moins y de M. Dans ces équations, je peux isoler les coordonnées de M que je souhaite déterminer. Je peux écrire de façon équivalente les équations suivantes. Ainsi, j'obtiens les coordonnées de M en fonction de celles de A et de B. On retient donc la formule suivante. Les coordonnées de M sont x de A plus x de B sur 2, y de A plus y de B sur 2, la moyenne des coordonnées de A et de B. Pour ceux qui souhaitent approfondir ces techniques, je vous laisse avec l'énoncé ci-dessus. N'hésitez pas à faire pause pour le travailler. Je vous propose à présent de partir sur les traces de Trevor, vous savez, le crapaud de Neville, à travers une expérience originale et amusante. Voici une carte de Poudlard et ses environs. Notre aventure va se passer plus particulièrement dans la zone triangulaire délimitée par Préolard, la forêt interdite et la gare. Sur la carte, Préolard est repéré par le point P de coordonnées moins 250, 150. La forêt interdite est repérée par le point F de coordonnées 200, 200 et la gare par le point G de coordonnées 50, moins 150. Trevor le crapaud, lui, est situé à l'origine O du repère. Il a été frappé par un sortilège peu connu appelé Randomus Medius, qui fait qu'il va se déplacer par bonds aléatoires successifs de la manière suivante. L'un des trois points P, F, G est tiré au sort de façon équiprobable. Trevor saute alors jusqu'au milieu du segment formé par sa précédente position et le point tiré au sort. Et il continue à se déplacer de la sorte, indéfiniment. C'est ce qu'on appelle une marche aléatoire. Il peut faire de très grands bonds, c'est un super crapaud. La question que l'on se pose est la suivante. Quelle trace aura laissé Trevor sur son passage après un très grand nombre de sauts? Autrement dit, de manière imagée. Imaginez qu'il saute seulement sur une patte et que cette patte soit pleine de peinture. Que va dessiner Trevor au fil de ses déplacements sur la carte de Poudlard?
Pour apprivoiser les règles de déplacement et essayer de répondre à la question, je vous propose de commencer par simuler quelques bonds. Adrien, tu peux nous montrer ça? Pas de problème Stéphane, voyons voir ça. Dans un logiciel de géométrie dynamique, j'ai construit les points P, F et G et j'ai placé Trevor à sa position initiale sur la carte du maraudeur, à l'origine du repère. Pour simuler le prochain déplacement de Trevor, qui dépend du hasard, on va devoir tirer aléatoirement l'un des sommets. Pour cela, je peux utiliser tout simplement la calculatrice de la façon suivante. Avec l'instruction randint, on génère un nombre entier aléatoire entre 1 et 3. On obtient donc aléatoirement soit le 1, soit le 2, soit le 3. On fait alors correspondre l'entier obtenu à l'un des sommets. Disons ici que si le tirage aléatoire donne 1, c'est P qui est choisi. Si le tirage donne 2, eh bien c'est F. Et si le tirage donne 3, eh bien c'est G. Observons quelques déplacements de Trevor. Simulons le tirage d'un premier sommet. 1, c'est le P. Trevor saute donc vers le point milieu entre P et sa position initiale, et il laisse une trace, le point matérialisé ici en rouge. Poursuivons, nouveau tirage, le 2, c'est F. Cette fois, Trevor saute vers le point milieu entre le point F et sa position actuelle. Nouveau tirage, encore le 2. Trevor choisit donc le F et voici sa nouvelle position. Au passage, on pourrait se demander ce qu'il se passerait si l'on obtenait encore plusieurs fois d'affilée le nombre 2. Pensez-vous par exemple que Trevor pourrait finalement atteindre le sommet F? Cela vous évoque peut-être l'un des fameux paradoxes de Zénon, mais c'est une autre histoire. Allez, un dernier tirage. C'est un 3 cette fois, c'est le sommet G qui est choisi. Et voici la nouvelle position de Trevor. Au final, les points rouges matérialisent la trace laissée par Trevor après ces quelques sauts. Je vous invite maintenant à tenter d'imaginer ce que donnerait cette trace après un grand nombre de sauts, disons 10 000. Je vous laisse quelques secondes. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Vous pensez à quelque chose de chaotique? Stéphane, tu peux peut-être nous aider et nous proposer cette fois-ci un programme informatique pour simuler tout cela? Avec plaisir. Je vais utiliser pour cela le langage Python. Dans ce langage, Adrien, il n'existe malheureusement pas de module crapaud qui permettrait de simuler directement des bonds aléatoires. Mais, en revanche, il existe un module tortue qui va nous aider à dessiner. Pour commencer, j'importe donc ce module, turtle. J'importe également le module random pour pouvoir travailler avec de l'aléatoire. Je commence par créer une fonction zone qui trace la zone triangulaire PFG dans laquelle va évoluer le crapaud Trevor. Je ne m'y attarderai pas, elle est très simple et l'intérêt principal n'est pas là. Nous allons maintenant créer une fonction saut pour simuler un saut de crapaud. Nous pourrons ensuite l'utiliser un grand nombre de fois pour observer la trace de Trevor. Explorons la construction de cette fonction. Les variables x et y en argument sont les coordonnées de la position actuelle du crapaud. La fonction saut va renvoyer, on dit aussi retourner, les coordonnées du point où arrive le crapaud après un bond. On les note, x arrivé et y arrivé. Comme l'a fait tout à l'heure Adrien, nous allons commencer par tirer au sort, grâce à la fonction randint, un nombre entier entre 1 et 3. Si ce nombre vaut 1, alors le point P est choisi, et donc le crapaud fait un bond jusqu'au milieu du segment TP. T étant le point de coordonnées XY, position actuelle du crapaud Trevor, et P, le point de coordonnées moins 250, 150. Malheureusement, Python et Turtle ne possèdent pas de fonction permettant de placer directement un milieu. Il nous faut donc impérativement connaître les coordonnées de ce point pour pouvoir le représenter. C'est cependant chose facile puisque nous disposons d'une formule, démontrée tout à l'heure par Adrien, qui permet de calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Rappelez-vous, il suffit de faire la moyenne des coordonnées des extrémités de ce segment. Ici, l'abscisse de P étant moins 250 et celle de Trevor avant le bond étant x, j'ai donc x arrivé qui prend la valeur moins 250 plus x, le tout divisé par 2. De même, y arrivé prend la valeur 150 plus y divisé par 2. Je viens d'obtenir les coordonnées de Trevor après un saut dans le cas où le point aléatoirement choisi est P. Si le tirage aléatoire vaut 2,
le point F est choisi et on procède de la même façon. Si le tirage aléatoire vaut 3, c'est G qui est choisi et on procède encore de la même façon. L'essentiel a été fait. Il suffit maintenant, pour simuler n sauts, d'utiliser la fonction saut à l'intérieur d'une boucle pour, et à chaque itération, de tracer le point T représentant Trevor. Nous pouvons englober tout cela dans une fonction que je choisis d'appeler trace_Trevor et qui a pour argument n le nombre de sauts à effectuer. Pour voir si notre programme fonctionne correctement, testons-le avec un petit nombre de sauts, disons 5. Nous devrions retrouver le même genre de trace qu'a obtenu Adrien tout à l'heure avec GeoGebra. Le programme fonctionne. Allez, voilà le moment tant attendu, demandons à Python de simuler 10 000 sauts pour observer les traces de Trevor. Waouh, c'est très curieux. On obtient une figure fractale, elle porte le nom de triangle de Sierpinski. Une fractale est invariante par changement d'échelle, c'est-à-dire que, un peu comme pour les poupées russes, à l'intérieur de la figure principale se trouvent des figures identiques à celle-ci, mais en modèle réduit. Il y a diverses manières d'obtenir le triangle de Sierpinski. Celle que nous avons utilisée ici a été imaginée en 1993 et est connue sous le nom de jeu du chaos. Les amateurs de fractales vous diront sans doute que du chaos ambiant, du hasard grâce auquel est générée la figure, semble pourtant émerger une certaine organisation. C'est vrai que c'est curieux, non? Ah, la beauté mathématique. Vous l'avez compris, les vecteurs sont un formidable outil pour démontrer en géométrie, mais pas que. Vous n'imaginez pas jusqu'où pourrait nous mener cette théorie vectorielle et tout ce qui reste encore à ce jour invisible à vos yeux. En parlant d'invisible, Stéphane, c'est la fin de la vidéo et il serait peut-être temps d'enlever ta cape. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on vous donne rendez-vous très prochainement pour le chapitre 2 des vecteurs. Et d'ici là, n'oubliez pas, on fait des maths.